Caroline Papex, David Laplot, bonjour. Bonjour. Vous avez abordé ce matin une controverse sur quand peut-on arrêter les traitements ou doit-on les poursuivre. Il y a un élément important dans la vie des patientes, c'est la grossesse. Caroline, quel traitement peut-on garder lors de la grossesse chez les patients qui ont une sclérose en plaques? Alors désormais, on sait que plusieurs traitements peuvent être maintenus jusqu'à conception ou dans les formes actives de la maladie, même maintenus pendant la grossesse. Ces données concernent en fait l'acétate de glatyramère et les interférons bêta, 1A ou 1B. On a désormais suffisamment de recul sur la prescription de ces traitements pour pouvoir autoriser la prescription de ces médicaments jusqu'à conception, même pendant la grossesse. Depuis peu, on sait également que le natalizumab peut être maintenu jusqu'au premier trimestre de grossesse sans risque. C'est des données qui sont bien sûr plus récentes et qui portent sur un moins grand nombre de patientes. C'est d'ailleurs une attitude qui est communément admise, c'est de garder le natalizumab jusqu'à l'on sache quand la patiente est enceinte. Jusqu'à conception. David, il y a d'autres traitements qu'il faut savoir arrêter en vue d'une grossesse. Il faut se mettre dans le cas un petit peu général. Dans le cas général, globalement, ce qu'il est recommandé, c'est d'arrêter les traitements, soit en cas de désir de grossesse, sauf effectivement, comme l'a dit Caroline, pour ce qui est de la Copaxone et des interférons, où effectivement on peut continuer jusqu'à ce que la conception soit réalisée. Pour tous les autres traitements, on demande un arrêt plusieurs mois avant, même pour le natalizumab. Effectivement, dans des cas particuliers, on peut se permettre de continuer le natalizumab jusqu'à la conception, mais je pense que les recommandations actuelles, c'est dans des cas particuliers. Pour les autres traitements, c'est-à-dire en fait essentiellement les immunosuppresseurs, Endoxan, Mitoxantrone, les autres immunosuppresseurs en général, on demande un arrêt avant la conception, 3 mois avant. Le fingolimod, c'est 2 mois avant, par exemple. Donc, dans le cas général, il faut plutôt arrêter les traitements au moment d'un désir de grossesse, sauf pour les traitements de première ligne, interféron Copaxone. Je pense que c'est ce qu'il faut garder en tête. Alors, il y a aussi la question de nos patients qui nous demandent, après 3-4 ans d'évolution, des patients qui sont jeunes, qui ont un traitement, qui se disent qu'on ne peut pas arrêter mon traitement. Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent nous aider à prendre cette décision d'arrêter un traitement ou il ne faut jamais l'arrêter? Alors c'est en effet une question pertinente et une question qui est fréquemment posée par les patients. Je crois qu'avant de répondre à cette question, il faut demander à ce qu'une IRM cérébrale soit réalisée et qui va venir en fait compléter les données d'efficacité du traitement actuel avant de prendre une décision. Y a-t-il un nombre d'années où on dit on peut arrêter un traitement? À ma connaissance, il n'y a pas de données sur la durée totale du traitement. David? Alors, ouais, je crois que, effectivement, ce que dit Caroline est tout à fait juste. À ma connaissance, finalement, ce qui a été montré, c'est que lorsqu'on débute un traitement par interféron, il faut refaire une IRM finalement relativement tôt, dans les 6 à 12 mois après le début. Et là, on va raisonner sur cette IRM. Si l'IRM montre des lésions nouvelles, plus de 3, notamment, on sait que ces patients vont avoir tendance à s'aggraver assez rapidement, donc il faudra se poser la question de changer de traitement. De la même façon, s'il y a une petite aggravation sur l'IRM et qu'en plus le patient fait une poussée ou progresse sur le DSS, on sait que ces patients-là aussi vont s'aggraver, ont une forte probabilité de s'aggraver dans les 2 ans suivants, et donc il faudra plutôt les considérer comme des non-répondeurs et modifier le traitement. Pour ta deuxième question, qui est un patient stable, moi je crois que c'est très très difficile de répondre parce qu'il n'y a pas d'études qui permettent de répondre à cette question. C'est une question évidemment pertinente. Je crois qu'il y a un peu 2 cas de figure. Soit le patient est âgé et plutôt dans une forme plutôt progressive de sclérose en plaques et finalement progresse relativement peu. Je pense qu'on peut se permettre d'arrêter le traitement à ce moment-là. Quand on est chez un patient plus jeune, 3-4 ans d'évolution, même s'il est stable, chez un patient rémittent jeune, je pense que c'est trop court. Je crois qu'il faut laisser plus de temps passer. Si ça ne bouge pas sur l'IRM, ça ne bouge pas sur la clinique, je pense que si le patient le souhaite, je pense qu'on peut se poser la question d'arrêter, mais il faudra être extrêmement vigilant parce qu'il peut y avoir une reprise évolutive de la maladie à l'arrêt. Et dans ce cas-là, on ferait une IRM après l'arrêt du traitement, que ce soit une forme un peu plus âgée ou plus jeune de patient. Au bout de combien de temps vous feriez une IRM? Moi, dans mon expérience, ce que je fais, c'est que je refais une IRM à 6 mois. Voilà. Je crois qu'en effet, si on prend la décision d'arrêter le traitement, il est indispensable de continuer à suivre le patient et de réaliser une IRM à 6 mois, effectivement, un bon délai après l'arrêt du traitement pour juger de la réponse en fait, à l'arrêt de ce traitement. On peut donc pas donner de cadre général. Il y a peu d'études en fait, il y a peu de données sur les arrêts de traitement.
Mais il y a aucune étude et justement on va démarrer une étude dans l'Ouest, j'espère si on a un financement pour ça, mais Anne Kerbrat à Rennes va déposer un projet justement pour mettre en place des arrêts de traitement chez les patients qui sont plutôt après 55 ans en fait. Dernière question sur la SEP bénigne. C'est une entité qui avait été décrite, qui est très critiquée. On disait qu'au bout de 10-15 ans d'évolution, si les patients n'avaient pas évolué, on pouvait arrêter les traitements. Est-ce que ce concept est toujours critiquable ? Il y a maintenant des études qui ont été menées sur le long terme, justement, sur cette population de patients qui sont qualifiés à 10 ans de bénignes parce qu'ils n'ont pas de handicap et pas d'invalidité, c'est-à-dire que sur l'échelle EDSS, ils sont inférieurs ou égaux à 3. Et puis les études, en fait, ont révélé qu'à 20 ans, près de la moitié de ces patients-là vont en fait s'aggraver sur le plan du handicap, soit secondairement à une poussée, soit parce qu'ils vont passer en forme secondairement progressive. Donc je crois qu'aujourd'hui, les formes bénignes certes existent, mais qu'elles ne justifient pas un arrêt de traitement s'il a été entrepris.